Désolée, la famille. Non, on m'a dit que c'est moi qui suis l'invité. Je suis l'invité des femmes. Ce n'est pas moi qui suis l'autre, c'est toi qui es l'autre. Et tu m'invites chez vous, les femmes, parce que c'est les femmes qui ont la parole. Ce sont les femmes qui sont au-dessus de nous aujourd'hui. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les femmes... Mon image ralentit beaucoup. Hein. Vas-y, ma mère. Le plus important, c'est ce que tu dis. Amis, bonjour à tous. Plutôt bonsoir, bonsoir à tous. Désolé pour l'entrée en matière un tout petit peu désordonnée. Non, je charriais Max. J'ai décidé de ne plus l'appeler par le petit nom affectueux. J'ai décidé d'être sage parce que c'est un grand garçon quand même. Hein, les mamours, pardon la famille, désolé vraiment. Je me suis tapé pour rire avant, du coup, le temps que ça passe. Bienvenue sur la page des Bobitana dans le cadre du marathon en vue de la conférence de Genève qui aura lieu demain et une marche samedi. Donc, voilà. Je vous présente celui que je n'ai plus besoin de présenter, à savoir, il est de quel côté, oui, Monsieur Max Seigneur Ivoire. Bonsoir, Max. Bonsoir, ma mère. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous nos haters. Bonsoir à ceux qui pensent que c'est à eux qu'on s'adresse. Pourtant, nous, on s'adresse au régime Biya. Bonsoir à tous les idiots qui pensent que c'est en faisant prospérer la haine tribale qu'ils vont gagner quelque chose, que ça va les empêcher de patauger dans la boue, de faire des accidents sur la route de Douala à Yaoundé, et j'en passe. Bonsoir à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Bonsoir au président élu, son Excellence Maurice Kamto, qui est très serein chez lui, avec des policiers pour sa protection. Oui, c'est le président le plus protégé de la planète actuellement. Ah oui, hein, n'oubliez pas que un président doit avoir une garde personnelle. Donc, ce n'est pas anodin. Bonsoir à tous les hauts commissaires là, qui vont souvent écraser les arachides de Maman Julie pour faire le Topsy Banana. Bonsoir à tous les combattants et toutes les combattantes du 237 qui ont décidé de braver toutes les menaces brandies par ce Kentama d'Atangandi, qui ont décidé de sortir dans les rues pour revendiquer, pour s'exprimer, oui, parce que la liberté d'expression est un droit fondamental. Bonsoir à tous ces combattants qui sont encore en cellule parce qu'ils ont osé s'exprimer, parce qu'ils ont osé demander l'arrêt de la guerre au Nozo, parce qu'ils ont osé demander tout simplement une meilleure gestion pour leur pays. Bonsoir à toutes ces personnes. Bonsoir à vous qui êtes en train de nous regarder là actuellement. Bonsoir à toi qui regarde le live sans partager parce que tu attends que Max ou Karine te demandent de partager et de rendre viral. Parce que tant que vous ne partagez pas, le message ne part pas loin. On ne va pas dire ça tous les jours. Chacun doit savoir ce qu'il a à faire. C'est une responsabilité individuelle. Alors, rappelez-vous, 1000 personnes connectées, 10 partages par personne, ça fait 10 000 partages. Ce n'est pas sorcier. C'est chacun qui doit prendre sa responsabilité, dire bon, je partage dans 10 groupes, je reste tranquille. Vous êtes 1000, vous partagez comme ça fait 10 000 partages, ça fait que vous aurez touché au moins 1 million de personnes, minimum. N'oubliez pas que le but de notre combat, le but de nos sorties, c'est de maximiser la mobilisation. C'est-à-dire, c'est pour qu'on ait des centaines de milliers de personnes dans les rues. Et pour que ces personnes soient capables, c'est-à-dire que ces personnes aient vraiment le goût de sortir dans les rues, il faut que ces personnes soient galvanisées. Et pour que ces personnes soient galvanisées, il faut que ces personnes suivent les personnes qui les galvanisent. Nassau idée, ma mère. Alors, je dis encore bonsoir et surtout bonsoir à toi, Maman Karine Richaud. Merci, merci. Tu vas me faire t'appeler mon Maxo. Pourtant, j'ai promis, hein, craché, juré que je t'appellerai plus mon Maxo en direct. Mais là, voilà, tu viens de tout gâter. Hein? Si tu m'appelles ma mère, je t'appelle mon Maxo. On est d'accord? Non, parlons un peu, parlons bien. Mais bien sûr, tu vas d'abord retirer ce droit. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de jaloux et je ne suis pas pour... hein? Je suis pour l'équité. Donc, comme il y a beaucoup de jaloux là, même dans cette maison, on me précise, je parle de tes enfants ici, pas tes autres enfants.
Donc, c'est dire combien vous prenez de la place dans ma vie. Si mes filles en sont à être jalouses, hein, c'est vous dire. Malu, elle vous dira vous-même à l'occasion que vous prenez beaucoup trop de place chez elle. Elle en a marre. Donc, il est temps que Bia s'en aille pour qu'elle récupère sa mère. Parlons peu, parlons bien. Nous parlons des droits humains, chose que beaucoup de Camerounais ont perdu. Droits humains, droits de l'homme. Selon une certaine charte, les hommes naîtraient égaux, tous égaux en droit. Chose que certains Camerounais ont fini par oublier. Je dis bien que nous sommes censés naître tous égaux en droit. Ça veut dire que nous autres, là je m'adresse aux fonctionnaires, quand X ou Y se pose devant toi, tu n'as pas à les traiter différemment. Ça fait partie des piliers de la fonction publique, qu'elle soit territoriale ou d'État. Tu dois traiter X comme tu traites Y. Nous voici donc à la croisée des chemins, d'un autre chemin, parce que nous nous sommes retrouvés plus d'une fois à la croisée des chemins. La lutte s'accélère et nous nous retrouvons avec un pays où nos frères sont embastillés pour peu qu'ils disent non, pour peu qu'ils réclament ce droit qui est inaliénable, que je sache, à savoir celui de tous les hommes naissent égaux en droit, n'en déplaise aux sardinards. Je peux essayer de te compléter, ma mère. On dit bien tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc, tout être humain naît libre et égaux en dignité et en droit. Voilà. Ça a le mérite d'être précisé. Donc, les sardinats auront beau gesticuler dans tous les sens, c'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas quelque chose qui prête à discussion ou à débat. L'humanité elle-même a accordé à tout être humain d'exister égal à un autre être humain. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y en a qui nous combattent, nous qui luttons pour que ce droit leur soit restitué. Et moi, en tant que mère, hein, c'est moi qui est la matrice. Hein, mon Maxou, tu es d'accord avec moi? Ah oui, 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 bien sûr, mon mère. Voilà, c'est la preuve de contraire. Nous ne sommes pas des hypocrites. C'est la femme qui porte le bébé. Et je vous dis que cette affaire-là, 9 mois dans le ventre, ce n'est pas de tout repos. Essaye d'avaler ne serait-ce qu'un œuf. Gobe un œuf hein, dans la coquille. Tu me dis l'effet que ça fait. Hein, entre, hein, bon, c'est un peu imaginé, mais imagine, je ne sais pas tout à fait ça, mais voilà. Imagine juste que tu as avalé quelque chose de gros comme ça qui t'étouffe. Donc, moi, du haut de ma maternité, de ma capacité à apporter et à multiplier les êtres humains, personne ne peut m'enlever la légitimité de lutter pour que l'humanité ait une vie acceptable. Je parle bien d'humanité, je ne parle pas que des Camerounais, hein, parce qu'il est quand même aberrant qu'un Camerounais déteste son frère et aime son ami plus que son frère, ou une connaissance plus que son frère, accorde des droits à une connaissance et pas à son frère. Bon, bref, c'est un tout petit peu tordu ce dans quoi je suis en train de m'étendre là. Les femmes, désormais, ont pris le combat à bras le corps, du moins pour celles qui sont déjà conscientes du fait que seule la lutte libère. Oser, hein, comme le dit souvent mon Maxou, oser, c'est exister. La vie est une lutte perpétuelle. Si nous ne luttons pas aujourd'hui pour arracher notre liberté, quelqu'un d'autre pourrait lutter à notre place, nous l'accorder, mais ça n'aura pas le même goût et le prix à payer sera très, très élevé. Parce que dans ce bas monde, on ne donne jamais rien pour rien. Il faut toujours payer le prix. Donc, mes chers frères et sœurs,
vous qui êtes assis dans vos maisons à attendre que la manne tombe du ciel, elle ne tombera jamais du ciel. Il faudra qu'on se batte. Il faudra que chaque femme camerounaise, si ton époux ne veut pas se battre, il va falloir que tu te battes pour 2. Il va falloir que tu te battes pour 3. Il va falloir que tu te battes pour 4. Chose que les femmes camerounaises ont toujours fait. Parce que du haut de mes, je sais pas, de mon plus jeune âge, je me souviens que ma voisine est celle qui se battait pour que ses enfants mangent à midi, pour que ses enfants aillent à l'école, pour que ses enfants soient propres. Et je ne comprends pas à quel moment est-ce que les femmes camerounaises ont cessé de se battre pour l'avenir. Pourtant, elles le font machinalement tous les jours. Mais elles préfèrent se battre, comment dire, essayer de sortir d'un précipice, non, des abysses, au lieu de se battre pour ne serait-ce que se mettre sur la pointe des pieds quand elles ont besoin de quelque chose. En fait, elles veulent à chaque fois remonter en rappel d'un précipice au lieu de se battre pour un tout petit peu surélever la chose. Moi, je ne serai pas, comme je vous l'ai dit, je ne serai pas à Genève pour des raisons personnelles. Je sais que mes sœurs vont valablement représenter la femme camerounaise et vont parler des problèmes qui sont les nôtres. Ce n'est pas parce que nous mettons les hommes de côté que nous allons à Genève, ce n'est pas parce que nous mettons les hommes de côté que nous avons décidé de lancer ce mouvement. Non, c'est juste pour porter de la plus belle des façons ce combat, le porter entièrement et voir si nous pouvons, et pas voir seulement, apporter une plus-value au combat. Nous sommes dans une lutte où nous sommes obligés de revendiquer tous nos droits en même temps. Nous autres femmes revendiquons nos droits doublement dans la mesure où nous revendiquons nos droits en tant qu'êtres humains déjà et spécifiquement comme femmes et même comme afro. Donc, nous avons tous ces combats-là que nous sommes obligés de mener de front en même temps. Et je ne cesserai jamais de remercier cet homme, juste ce grand homme, hein, juste à côté de moi, qui fait partie, pour moi, en ce qui me concerne, des piliers de ma lutte à moi, parce que j'avoue que depuis le commencement, depuis que je suis entrée dans cette lutte, il ne savait pas, mais il faisait partie pour moi des piliers de la lutte. Et c'est lui, mine de rien, qui nous a encouragés à aller au-delà. Moi, spécialement, hein, je sais que Général Sandy était déjà dans la démarche. Pour elle, c'est arrivé comme ça, naturellement, mais nous autres avons eu besoin que Max nous insuffle ce courage, nous dise, vous savez, vous êtes forte, vous pouvez faire quelque chose qui marquera les esprits. Donc, je ne cesserai jamais de lui dire merci pour le combat dans son entièreté et ce courage, il a su nous insuffler pour qu'on aille au-delà de ce qu'on pensait capable de faire. Donc, Maxou, je vais te laisser la parole dans la mesure où je ne suis pas dans un monologue. Je me connais, je te vois, mais quand je suis partie dans mon discours, je ne sais pas m'arrêter. Donc, en tout cas, tu as su t'arrêter aujourd'hui. Ce n'est pas que tu ne sais pas t'arrêter, c'est que tu as envie, n'est-ce pas, de t'exprimer. C'est très important. Alors, ma mère, on va commencer d'abord ce soir par passer. Je gardais ce moment, n'est-ce pas, très particulier pour nos frères et sœurs qui sont actuellement dans une situation catastrophique à cause de la méchanceté de Paul Biya et de sa bande de moribonds. Alors, je vais d'abord souhaiter une très bonne fête de l'indépendance à nos frères ambazoniens. Très bonne fête, oui, parce qu'il faut rappeler l'histoire. C'est très important. Certes, nous allons résoudre tous ces problèmes quand nous allons faire tomber Biya, mais on ne peut pas tronquer l'histoire. Les Camerounais sont trop forts. Quand on dit Magellan était le premier homme à faire le tour du monde, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, nous apprenait à l'école en tout cas. Que oh, tel Français avait fait que, tel Belge avait fait que, tel, mais à aucun moment on ne nous a raconté l'histoire de notre pays. Et cette histoire-là, nous devons la connaître, nous devons l'enseigner à nos enfants pour qu'ils ne tombent plus dans des pièges. Alors, avant de commencer, donc, je vais encore souhaiter beaucoup de courage à nos frères ambazoniens qui sont des hommes qui ont décidé de se battre
ils ont décidé de se battre contre ce régime, quitte à perdre leur vie, mais ils ont décidé de se battre pour leurs droits, pour leur liberté. Alors je leur dis encore bonsoir, beaucoup de courage. Nous sommes ensemble de tout cœur parce que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Voilà. Maintenant, ma mère, j'entame dans mes propos, après avoir dit cela, en faisant un petit Congossa. Ça, c'est le genre de Congossa de la Révolution. Ce n'est pas le genre que quand je dis la Révolution. Ok, tu me rassures là, parce que je m'apprêtais à. Ce n'est pas le Congossa de la Révolution. Alors, je vais vous parler, je vais vous faire un petit Congossa. Quand je dis petit Congossa, c'est-à-dire un petit commentaire. Pour un petit de se calmer. Parce que je ne sais pas ce que les Sardinas prennent pour être aussi idiots. Je ne sais pas si c'est de l'idiotie volontaire ou alors c'est de l'idiotie naïve. Je ne comprends plus le Sardina. De toutes les façons, je vais leur dire, ne perdez pas votre temps, les gars. Si le ministre de l'Intérieur ici a demandé à ce qu'il y ait certaines applications de loi concernant des étrangers qui seraient à l'origine des troubles à l'ordre public, qu'on devrait les renvoyer, nanani, nanana, je vois les Sardinas jubiler avec un communiqué du ministre de l'Intérieur français. Ils jubilent partout, ils partagent partout. Ils disent qu'on va rapatrier les gars, on va rapatrier les gars là. Ou ils font exprès d'être idiots, ou alors ils sont idiots naïvement. Des deux choses l'une. Parfois même ils sont idiots naïvement, et en même temps ils font exprès d'être idiots. Donc ils sont double idiots. Voilà. Donc je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme que Karine a cité ici au début. Il y a des lois. Il y a ce qu'on appelle le droit international qui est au-dessus des lois de tous les pays de cette planète. Le droit humain, c'est un droit fondamental qu'on n'enlèvera jamais à un être humain. Alors, pour cela, je vais vous référer à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous rappelle que cette Déclaration universelle des droits de l'homme est au-dessus de toutes les lois dans tous les pays. Ah, donc, l'article 19 stipule que, virgule, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Par quelque moyen d'expression que ce soit. En aucun cas, il n'y aura trouble à l'ordre public quand tu es dans l'exercice de cet article. En aucun cas. Parce que les troubles à l'ordre public que vous entendez là, c'est des petits gangsters ou des petits bandits là qui viennent souvent ici là, peut-être en Europe, et puis ils vendent de la drogue, ils bagarrent, ils font des trucs, des gangs de rue, des machins. C'est ça qui entre dans le cadre de la criminalité et des troubles à l'ordre public. Donc ça ne concerne en aucun cas la liberté d'expression, la liberté de manifester. Je vous rappelle que la liberté de manifester, s'il vous plaît, on ne demande pas l'autorisation de manifestation. Parce que le droit international nous donne ce droit de manifester quand on veut, pour s'exprimer, pour nous exprimer. Donc, on ne demande pas l'autorisation, mais on déclare. On déclare comme ça pour que la police prenne ses dispositions afin de sécuriser la manifestation. Que la police accepte ou qu'elle n'accepte pas, on a déclaré et basta. Ils n'ont pas le droit de nous interdire de manifester parce que manifester est un droit fondamental. C'est un droit international, au-delà des frontières. Je vais encore vous rappeler un truc. Si peut-être, combattants, ne paniquez pas. Si vous sortez là et qu'on veut vous déranger, que machin, truc, c'est monté, c'est descendu, quand les avocats invoquent cet article-ci, pendant que peut-être, disons, la préfecture ici, là, veut jouer au grincheux et tout, la justice ici, là, ce n'est pas comme au Biameroun. Hein. La justice ici, là, est indépendante. Donc, ça veut dire que quand la préfecture ou bien l'administration ici, là, commence à m'aider, tu vas en justice. Le juge va dire le droit. Le juge, lui, dit le droit. Le juge ici, là, il dit, Emmanuel Macron a dit quoi? Castex a dit quoi? Vraiment, si je ne dis pas le droit, on va me chasser de mon travail. Non.
Ici, là, le juge dit le droit. Et les lois nationales sont en dessous des lois internationales. Ça veut dire que tu as la liberté. Je répète encore cet article 19 pour que vous compreniez bien, mes chers Sardina idiots. Comprenez bien et fermez-la, bouclez-la à jamais. Bien. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières, virgule, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Amen. J'espère que vous avez bien compris ça. J'espère que c'est bien entré. Si il n'y a pas beaucoup de Sardina ici, envoyez-leur ça. Et dites-leur qu'ils arrêtent un peu avec la fainéantise. Et qu'ils se concentrent dans leur merde dans laquelle ils se plaisent là. Parce que quand on s'engage dans quelque chose, on sait dans quoi on s'engage. Donc, au lieu de partager les communiqués qu'un ministre étranger a fait ici là, nous concernant par exemple, même si ça nous concernait, demandez les comptes à Biya sur la gestion du Cameroun depuis plus de 50 ans qu'il est dans l'administration. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous voulez emmerder le monde? Vous manquez quoi faire? Alors, c'était juste, ma mère, un petit exemple, n'est-ce pas, pour prouver ici là, à Mondovision, la stupidité légendaire de mes chers Sardina. Et on a pas couper à Momatsou. Un communiqué reste un communiqué. Hein? Un communiqué n'est pas une loi. Le ministre peut dire ce qu'il pense, mais la justice dit même si c'était une loi qui fait passer à l'Assemblée nationale, c'est leur problème. Elle peut même ne pas passer. Hein? Voilà. Il y a des propositions de loi qui sont étudiées par ceux qui réfléchissent plus loin que nous. Et ce serait, de toute façon, ça ne pourrait pas passer dans la mesure où ce serait discriminatoire de laisser les gilets jaunes s'exprimer et nous museler, nous autres, nous sommes dans un pays de droit. Ce qu'on accorde aux gilets jaunes, ben, on devrait nous l'accorder à nous. Donc, devant les tribunaux, ça ne passera, ça ne pourrait pas passer. Ma mère. Il va falloir appeler son ministre si jamais il fait un tout petit peu de zèle. Ma mère. Dans un pays d'égalité, on ne passera pas. Un sans-papier, non? Le sans-papier, c'est celui qui n'a pas d'autorisation administrative de séjourner sur un territoire, basta. Ça ne veut pas dire que comme il n'a pas cette autorisation administrative-là, on lui enlève le droit de santé. Il ne peut pas manger, il ne peut pas se loger, il ne peut pas vivre. Non, c'est faux. Donc, retenez bien ça dans votre ciboule de merde-là. J'espère que vous avez compris. Et maintenant, je vais finir avec ce sujet parce que je vais aborder un deuxième sujet. Je vais finir avec ce sujet en vous disant, vous savez ce qu'on appelle le droit d'asile, non? Le droit d'asile, ce n'est pas un pays qui donne. Hein. C'est l'organisation, c'est le Haut Commissariat des réfugiés. C'est-à-dire, c'est au-dessus des pays. Vous comprenez un peu, non? Donc, ça veut dire que toi, tu as peut-être le droit d'asile. Tu n'es pas dans la même situation administrative que celui qui a un séjour ou bien même la nationalité. C'est quelque chose de différent. Un peu comme les personnes de plus de 70 ans, ce sont des citoyens du monde. Ils ont leurs documents à part qu'on donne souvent. Donc ça, quand les gens disent sans papier, je ris. Moi, je vais dire, ce n'est pas sans papier, c'est 1000 papiers parce que j'ai tellement de papiers ici que moi-même, je ne sais pas. Donc, comment vous pouvez me dire que je suis un sans, j'ai seulement 100 papiers? Non, j'en ai 10 000 au moins de papiers ici. Voilà. Je ne te coupe pas, il y a un problème de batterie sur mon téléphone là. Je vais devoir changer de téléphone, sinon nous restons. Donc, sois pas étonné, je sors et je reviens. Vas-y, ma mère, sors, tu reviens. Moi, je vais m'entretenir avec ces gens-ci, les Sardinas là, et puis je vais m'entretenir également avec les combattants parce qu'on doit parler de l'histoire de notre pays actuellement. Donc, vas-y, ma mère, branche ton téléphone et je te reviens. Donc, j'étais de disant ce que, virgule, je vais aborder donc le deuxième sujet. J'espère que vous avez bien compris le premier sujet. On n'a pas besoin de tergiverser dessus. Donc, que les combattants ne s'inquiètent pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, faites comme si vous n'aviez rien vu. Parce que j'ai vu les gens ont partagé ça partout jusqu'à Camer, Infonet ou quoi. Ils ont baladé ça un peu de partout sur les sites camerounais et tout. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Maintenant, mes chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 1er octobre. Rappelez-vous que le 1er octobre 1961 fut la date d'un double événement pour nos frères ambazoniens. Cette date où
non seulement ils avaient fêté leur indépendance, mais aussi ils avaient, n'est-ce pas, signé les accords de réunification avec le Cameroun francophone. Qui, après tout ce que vous connaissez, les manigances, les roubladises, j'ai mis un texte sur mon mur tout à l'heure, j'ai écrit ce texte-là dès que je me suis réveillé le matin, j'ai posté sur mon mur et j'ai vu des gens qui sont venus me dire pourquoi vous cherchez toujours à incriminer Biya. Mais ce que ces gens ne savent pas, c'est que c'est Paul Biya qui est à la manœuvre de tout ce que vous voyez dans le pays là aujourd'hui. Vous pensez que Paul Biya c'est un yéyé? Paul Biya était à la manœuvre de la réunification. Paul Biya était là quand il y a eu tous ces accords-là. Paul Biya est au courant de tous les problèmes du Cameroun parce qu'il était dans la haute administration et c'est lui spécialement qui gérait ces dossiers-là. Donc, quand je parle de Paul Biya, ce n'est pas pour rien. Paul Biya est venu ici en France, il a fait l'école et puis les Français l'ont formé pour aller prendre le pouvoir après Ahidjo. Quand Paul Biya entre dans le gouvernement Ahidjo, il se prépare à prendre le pouvoir. Lorsque Ahidjo part en 1982, Paul Biya n'est pas successeur constitutionnel. On impose, les Français imposent à Ahidjo de nommer Paul Biya. Paul Biya n'était pas successeur constitutionnel. On dit, bon, laisse l'affaire là, donne à Paul Biya, va un peu te reposer. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, quel est le rôle de Paul Biya dans les affaires de tromperie de nos frères anglophones? Souvenez-vous bien, quand vous voyez le drapeau-ci qui est derrière moi, par exemple, quand j'insiste sur ces deux étoiles-ci, ce n'est pas pour rien. Quand j'insiste sur ces deux étoiles-ci, ce n'est pas pour rien. Parce que c'est un symbole. Ça doit vous rappeler l'histoire de votre pays. Que chacun comprenne la roubladise qu'il y a eu et qui nous a conduit à la guerre catastrophique qui décompte déjà des milliers et des milliers de morts dans notre pays. Si on ne connaît pas notre histoire, on ne connaît pas d'où le problème vient, on ne saura pas comment résoudre ce problème. Ce n'est pas pour rien qu'on fait toujours les examens à l'hôpital avant de donner le traitement. Parce qu'on veut connaître d'abord la source de ton mal. La source des maux du Cameroun aujourd'hui, c'est cette histoire que vous voyez derrière moi. C'est Paul Biya qui est à la manœuvre dans l'administration Ahidjo. Je vous explique en quelques thèmes simples. J'ai déjà expliqué ça. Je vous invite à aller lire mon texte là parce que j'ai tellement facilité ça pour que les gens comprennent bien en quelques mots de quoi est-ce qu'il s'agit. En 1960, le 1er janvier, quand le Cameroun proclame, le Cameroun francophone proclame son indépendance, avec les accords coloniaux que vous connaissez, dont la France devait avoir la main mise sur toutes les richesses en priorité. Le Cameroun anglophone n'était pas dans cette histoire. Le Cameroun anglophone était encore un territoire tranquille. Certes, les Britanniques étaient déjà partis, mais ils avaient laissé la gestion du territoire aux personnes qui géraient, aux Camerounais, c'est-à-dire aux Southern Camerouniens, qui géraient là-bas. Les gars siégeaient même à l'Assemblée nationale au Nigeria. Donc les gars étaient déjà indépendants. Et s'il vous plaît, j'ai même appris que les gars conduisaient à droite. Donc leur volant était à droite comme en Angleterre ici. Ils étaient complètement britannisés. À cette époque-là, la France négligeait ce territoire parce qu'elle ne connaissait pas le potentiel du sous-sol de ce territoire. À l'époque, quand Oumioba est parti à l'ONU, il avait insisté sur le fait qu'il fallait d'abord travailler sur la réunification des deux Camerouns avant de travailler sur l'indépendance. Les Français ont dit « Ah », parce qu'ils savaient qu'à cette époque-là, ils devaient négocier directement avec l'Angleterre. Ils ont dit « Ah, le territoire ne nous intéresse pas, ah, laissez ça, bon, Ahidjo, on va voir, bon, quand vous programmez l'indépendance, on va vous donner, mais voici les accords. » Tous ces accords coloniaux, le CFA, les richesses, tout ça ne concernait pas le Cameroun anglophone. Après un débat houleux en 1961, on commençait déjà de parler de réunification et autres. Le Cameroun anglophone avait deux parties. Le Northern Cameroun en haut, la frontière entre le Nigeria et le Cameroun vers le haut, et le Southern Cameroun en bas. Quand il y a eu le plébiscite et qu'on sort, on a demandé, vous aurez votre indépendance, mais on ne peut plus faire un micro-État à ce niveau-là. Vous aurez le choix, soit vous vous rattachez au Nigeria, soit vous vous rattachez
à la République du Cameroun. Parce que la République du Cameroun du 1er janvier 1960, c'est 425 000 km². C'est cette République du Cameroun-là qui a signé les accords coloniaux avec la France. C'est cette République du Cameroun-là qui a décidé d'utiliser la monnaie fabriquée par la France. Donc, quand les anglophones donc, du Nord, le Nord du Cameroun, décident de se rejoindre au Nigeria parce qu'ils savent que celui qui se frotte à la France va en souffrir. John Goufon Chamba, il dit que non, c'était nos frères vraiment, avant même on était même ensemble, vraiment mieux on revient de ce côté. Entre-temps, ce que vous ne savez pas aussi, c'est que derrière, il y a des négociations et des pressions sur John Goufon Chamba. Et qui est derrière ces négociations-là? C'est toujours la bande qui a mis Biya sur ce problème. C'est comme ça que le nord d'un Cameroun rejoint le Nigeria, le sud d'un Cameroun rejoint le Cameroun. 1er octobre 1961, le jour où on devait proclamer l'indépendance, en même temps, on signe les accords de fédéralisme. Les accords, ils doivent rejoindre le Cameroun francophone sur la base d'une constitution fédérale à 2 États. Si le président est francophone, le vice-président doit être anglophone. Si le président est anglophone, le vice-président doit être francophone. Et cette constitution ne devait jamais changer. C'était la base de la réunification. C'était écrit. Ils ont donc accepté. Il y a eu un problème de drapeau. Parce qu'à l'époque-là, André-Marie Mbida avait reçu le drapeau vert ou jaune, sans étoile. Il n'y avait pas d'étoile. Il avait reçu ça de la main des Français. Donc, c'est les Français qui sont venus lui donner, comme on donne le tablier à l'enfant quand il part à la maternelle. On lui dit que, bon, comme tu seras indépendant, voici le drapeau que tu vas utiliser. Ils ont pris, c'était vert ou jaune. Il n'y avait pas d'étoile dessus. Donc, le 1er octobre 1961, il y a eu un débat sur le drapeau. Les Français ont tout fait avec leurs pions qu'ils ont mis, avec les Biya et consorts. Leurs pions qu'ils ont mis pour convaincre les anglophones que bon, comme voilà, il y a déjà le drapeau, si ça signifie que vraiment, et tout. Les anglophones ont dit, ok, il n'y a pas de problème. On va donc utiliser ce drapeau, mais vous allez ajouter 2 étoiles parce que ce sera un symbole de 2 États fédérés, 2 territoires qui ont décidé de se mettre ensemble. C'est symbolique. Ils ont accepté. C'est comme ça là que la République fédérale du Cameroun porte ce drapeau-ci avec 2 étoiles. C'est l'histoire de notre pays. En 1972, c'est-à-dire en 1972, les Français avaient déjà découvert que non, la zone anglophone là est trop riche. Et les accords coloniaux qu'on avait signés là, ça ne fonctionne toujours pas. Parce qu'on a signé les accords coloniaux avec la République du Cameroun et non avec la République fédérale du Cameroun. Vous savez qu'au tribunal, si tu as le problème avec Karine Richaud, on convoque Karine Richaud au tribunal. Si elle arrive au tribunal, sur sa carte d'identité, c'est Karine Richaud. Ce n'est pas la même personne. Donc, il fallait trouver un moyen de phagocyter ce territoire. Parce que ce territoire, ils ont constaté que c'était tellement riche. Les manœuvres en cours, ils ont décidé dans le 20 mai 1972, ils ont parlé d'une affaire de crise économique, de ceci, cela. Non, il faut que l'État soit unifié parce que c'est comme ça là qu'on quitte de la République fédérale du Cameroun pour aller à la République unie du Cameroun. Wonderful. Les anglophones disent que, mais, je dis, hey, les gars, nahao, on fait d'abord un faux référendum. Un faux référendum qui n'a aucun sens. D'autres parlent des votes où on disait oui ou yes. Oui ou yes, non. Des trucs inutiles qui n'avaient aucun sens. C'est comme ça qu'on se retrouve en train de violer la constitution du Cameroun fédéral. Et c'est Paul Biya qui est à la manœuvre. C'est Paul Biya qui était à cette manœuvre. Allez lire l'histoire de votre pays. On quitte de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun. Les premiers contestataires anglophones commençaient déjà à gagner du terrain parce qu'ils se disaient que ça, c'est de la tromperie. C'est comme ça que la gestion des affaires du Cameroun se retrouve tous à Yaoundé. Alors que la gestion du territoire anglophone était toujours entre les mains des anglophones quand c'était le Cameroun fédéral. On a commencé à centraliser la gestion des affaires, mais ça ne suffisait pas parce que c'était toujours République unie du Cameroun. Ahidjo ne voulait plus changer. Ahidjo disait que je suis un homme de parole et j'ai donné ma parole à ces gens. Nous ne pouvons pas les tromper comme ça. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Je ne veux plus changer ça. Voilà les problèmes, entre autres, excusez-moi un peu, entre autres les problèmes que Ahidjo a eu avec les colons français.
Quand je raconte cette histoire, je transpire parce que ça m'énerve. Ils ont donc commencé à manigancer avec Paul Biya. Et c'est comme ça qu'en 1982, Ahidjo quitte le pouvoir, contraint de quitter le pouvoir, bien évidemment, et la France demande qu'il mette Paul Biya. C'était quoi le rôle? Posez-vous la question de savoir, Paul Biya n'était pas successeur constitutionnel. Comment ça se fait que Ahidjo démissionne et c'est Paul Biya qui le prend? C'est un peu comme aujourd'hui, on constate la vacance du pouvoir, ou alors peut-être Paul Biya, peut-être là, il se lève, il dit que bon, je démissionne. Mais au lieu que ce soit Nia Difendi, ou alors peut-être on constate que même Nia Difendi, même est un peu malade, il ne peut pas. Kaba Yege Djibril, par exemple, il a sauté tous les successeurs constitutionnels pour aller nommer Paul Biya président de la République du Cameroun. C'était pourquoi, selon vous? C'est parce qu'il y avait une mission. Paul Biya est en mission pour la France depuis. Tous les collaborateurs d'Ahidjo ont Wanda sur l'affaire là. Ils disaient que mais celui-là, il sort d'où? Comment est-ce que vous le mettez là? Machin truc. Il y a même une délégation qui est allée voir Ahidjo pour lui dire non, ne démissionne même pas. Comme ça, comme ça, comme ça. Mais les patrons français avaient parlé et ils menaçaient. Contraint d'obéir, Ahidjo a donné à Paul Biya la première grande décision de Paul Biya, la toute première grande décision de Paul Biya dans ce Cameroun-là, en 1984. Paul Biya change unilatéralement le nom du Cameroun. On quitte de République unie du Cameroun à la République du Cameroun. Souvenez-vous, en 1960, la France signe les accords coloniaux avec la République du Cameroun. Et en 1984, on se retrouve avec la République du Cameroun. En 1960 encore, je reviens, la France signe ses accords coloniaux avec la République du Cameroun francophone. Mais la France se retrouve en train d'être propriétaire de tout le Cameroun, y compris le Cameroun anglophone en 1984, avec cette décision unilatérale de Paul Biya. Donc, la France, par ricochet, avait juridiquement le droit d'avoir la main mise sur les ressources du sous-sol du Cameroun anglophone. Parce que selon les textes, machin, quoi, juridique là, ils ont signé les accords coloniaux avec la République du Cameroun. Donc, ça veut dire que tout le territoire là, quand vous découvrez une richesse, les Français viennent d'abord en premier, ils regardent. Ce qui ne leur plaît pas, ils balancent. Ce qui leur plaît, ils sont sur ça. D'abord en premier. Et ça, c'était les accords pour avoir l'indépendance. Et souvenez-vous que quand la République du Cameroun obtenait son indépendance le 1er janvier 1960, le Cameroun anglophone n'était pas concerné. Mais avec toutes les manigances qu'ils ont faites, en 1984, le Cameroun anglophone se retrouve dans un pépin, dans un pétrin où ils ne comprennent pas leur tête. Ils n'ont plus droit de gérer leur territoire, ils n'ont plus droit à rien, on les a complètement phagocytés, ils conduisaient à droite, maintenant ils conduisent à gauche, on a tout pris, l'eau, l'électricité qu'ils avaient, leur propre monnaie, parce qu'ils avaient aussi leur monnaie, on a le franc CFA, tous les accords coloniaux entraient en vigueur également sur le territoire anglophone. Voilà les problèmes dans lesquels Paul Biya a plongé le Cameroun et qui nous rattrape aujourd'hui. Donc, quand vous me voyez toujours brandir le drapeau à 2 étoiles, c'est une façon de vous dire, souvenez-vous de l'histoire de votre pays. Arrêtez de penser que Magellan a fait ceci, Christophe Colomb a fait cela. Quand tu expliques cette histoire, quelqu'un vient te dire, ah, laisse ça, qu'est-ce que tu racontes même? Tu mens. Il dit, tu mens. Comme si, parce qu'il dit que tu mens, tu mens. Il ne sait pas qu'on appelle contradiction quand tu apportes des éléments contraires à ce que quelqu'un a dit. Et non venir dire, ah, laisse ça, tu mens. Mais quand le blanc vient lui dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il croit. Pourtant, il y avait les Indiens en Amérique. Comment vous pouvez découvrir un territoire qui est déjà habité? Bonne question. L'autre là, il croit. Mais quand tu viens lui raconter l'histoire de son pays, il dit, tu mens. Ah, tu mens. Tout ça par mauvaise foi et par méchanceté. Aujourd'hui, s'il y a la guerre dans les régions du nord-est et du sud-ouest, encore appelée aujourd'hui Ambazonie, c'est à cause de cette histoire que je viens de vous raconter. Et celui qui a piloté, qui a été placé dans l'administration Ahidjo
pour piloter cette histoire, c'est Paul Biya. Vous ne comprenez pas quoi là-dedans. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui le 1er octobre 1961 et je vais encore souligner que je souhaite beaucoup de courage à nos frères ambazoniens. Vous avez vu comment la population était derrière eux encore aujourd'hui. Vous avez vu les ambazoniens défiler partout, vous avez vu un militaire. C'est parce que les militaires eux-mêmes sont dépassés par la situation. Je reviendrai là-dessus, je vais laisser Karine. Tu viens de me scier. Non, ça a le mérite d'être dit dans la mesure où nous avons pour une fois le droit de connaître notre histoire. Et tant que les contemporains sont vivants, nous devons en profiter pour la retracer, étant donné qu'il nous manque une grande partie. Et comme tu le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'un Camerounais dit que c'est faux que ça l'est. La réalité nous rattrapera toujours. Tant qu'on n'essaye pas tant qu'on ne résout pas tout ce qui nous sépare aujourd'hui, tous les problèmes, tous les cailloux que nous avons, nous n'en avons pas tous les cailloux que nous avons dans la chaussure, ça nous rattrapera toujours. Ça, c'est sûr. Même si ça se calme aujourd'hui pendant 5 ans, ça remontera toujours à la surface. Donc, il est grand temps que nous tous, tous ensemble, que ce soit nous d'expression française, que ce soit nos frères d'expression anglaise, que nous arrivions à nous mettre autour d'une table afin de trouver une solution à tout ce qui semble devoir nous séparer. Et ça me permet aussi de faire la transition en appelant, en lançant un appel à mes sœurs du Sud-Ouest. Je l'ai souvent fait à demi-mot, hein. J'ai souvent fait comprendre à mes frères du Nozo que notre vie est individuelle. Il arrive que nos leaders ne jouent pas forcément pour nous. Je me rends compte que nos frères qui sont en exil dans leur propre pays ne bougent plus beaucoup. Ils sont, comment dire, ils survivent tant bien que mal et attendent qu'un jour les leaders trouvent une solution à tous nos problèmes. Pourtant, nous-mêmes en tant que population, en tant qu'individus, nous pouvons nous battre chacun à l'endroit où il vit pour que les choses retrouvent un tout petit peu, rentrent un tout petit peu dans l'ordre. Si nous ne comptons que sur les leaders et sur les leaders avant nous-mêmes, nous pouvons nous retrouver là dans 100 ans sans jamais avoir résolu quoi que ce soit. Donc, mes chères sœurs du Nozo, nous sommes toutes au même endroit, hein, que ce soit du côté francophone, que ce soit du côté anglophone. Vous encore plus que nous, parce que le Cameroun vous a tout enlevé, a vous enlevé vos familles et même vos foyers. Aujourd'hui, nous gagnons, nous femmes, à lutter 3 fois plus pour que ne serait-ce que nos filles, même si nous ne voyons pas le bout de ce tunnel, que nos filles puissent avoir un pays dans lequel nous existons en tant qu'êtres humains, où nous avons notre place en tant que femmes et un monde dans lequel nous avons une place en tant qu'afro. Donc, mes chers sœurs, cessons de pleurer. Comme je dis souvent, le mur des lamentations là n'a plus de place pour glisser son petit message. C'est à nous de prendre ce taureau par les cornes et d'en finir avec ces régimes qui nous oppressent en tant qu'êtres humains, en tant que femmes et en tant qu'afro. Donc, cessons de dormir, mes chers sœurs. Dans ces marches qui sont lancées, nous devons être devant nos enfants dans le dos. Que ces hommes-là que nous avons mis au monde, s'ils veulent en finir avec nous, ben, qu'ils en finissent avec nous aux yeux du monde. Et ce monde-là, de toute façon, le reste du monde sera responsable et va être, comment dire, jugé demain pour avoir regardé des peuples se décimer, être décimés par d'autres êtres humains. Donc, mes chers sœurs, c'est en sortant de chez nous, cessons de pleurer, quand bien même il faille pleurer, battons-nous d'abord et après que nous ayons récupéré notre pays, après que chacun et chacune ait retrouvé son foyer, nous allons prendre le temps de faire le deuil de ceux qui nous ont quittés. Mais aujourd'hui, cessons de nous lamenter, cessons de rester dans nos chaumières, cessons de rester dans nos coins à pleurer ce que nous avons perdu, que ce soit matériellement, que ce soit humainement, que ce soit psychologiquement. Sortons d'abord lutter.
parce que le temps qui passe, c'est un être humain que nous perdons. Ça fait 4 ans que ça va bientôt être la 5e année et que nos enfants ne vont pas à l'école. Et 5 ans, vous imaginez ce que ça fait dans un cycle. Donc, prenons à bras le corps ce combat et finissons-en. Vaut mieux mettre toute son énergie pendant 6 mois à lutter que de s'asseoir et attendre que les 6 prochaines années soient un enfer. Donc, voilà. La lutte que nous menons, moi, la lutte que je mène, c'est pas que pour mes sœurs francophones, c'est pour le Cameroun tout entier, parce que ma sœur du Nozo, c'est moi et je suis ma sœur du Nozo. Ce qui arrive à une femme du Nozo m'arrive à moi. Donc, c'est tout ensemble que nous allons y arriver. Ce n'est pas cette langue qui va être une barrière entre nous, parce que n'oublions pas que avant d'être des francophones et des anglophones, nous sommes des Bakossi qui seraient des cousins ou qui sont, je dis seraient parce que je ne suis pas calée en migration. N'oublions pas que nous avons des Bassa du littoral, nous avons des Bassa du centre, nous avons des Bassa du sud-ouest et nous avons des Bassa du sud. N'oublions pas que nous sommes un peuple avant d'être un peuple ayant adopté une langue venue d'ailleurs. Donc, c'est le message que j'avais à passer à mes sœurs du Nozo ce soir. Parce que je le dis souvent à demi-mot, voilà. Et je n'oublie pas mes sœurs du Nord, tout simplement parce que j'estime que quand je parle des personnes d'expression française, ça englobe toutes les femmes qui parlent français. Et je marque le coup aujourd'hui en précisant que c'est un combat qui concerne toutes les femmes camerounaises. À nous seuls, nous pouvons renverser le régime Biya. Si les hommes, si les hommes décident de dormir sur leur grand laurier, non, c'est pas grave. À nous seuls, nous pouvons récupérer le 237 et venir leur offrir ça un genou par terre, comme d'habitude. Hein? C'est du sarcasme. Non, tous les hommes, sauf mon Maxou, sauf mes fils, hein, mes fils luttent déjà assez comme ça pour leur maman, pour leurs épouses. Vous savez comment Maxou est toujours heureux et il n'oublie pas d'être heureuse pour sa femme. Donc voilà, ce sont des personnes qui mettent la femme en avant, qui n'oublient jamais la place de la femme. Oui, je suis très content et très contente pour ma femme. J'ai décidé de ne pas trop bavarder ce soir, hein, je suis timide, donc mon Maxou, nous avons encore 30 minutes. Oui, 30 ou 15, je ne sais plus. Bref, ma mère, comme tu disais tantôt, c'est les femmes qui sont, n'est-ce pas? En fait, c'est la femme qui est la mère de l'humanité. Celui qui ne respecte pas la femme est un feignant, tout simplement, il ne comprend pas. Parce que c'est la femme qui verse son sang pour toi, ce n'est pas une autre personne. Pour avoir un bébé, elle passe par des souffrances atroces. Et quand nous devenons des hommes, nous devons les respecter, les chérir. Parce que les femmes, la femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, c'est Dieu. C'est comme ça. Donc, je vais donc, après avoir dit ceci, revenir, n'est-ce pas, en disant que les militaires qui étaient absents aujourd'hui dans le nord, c'est le sud, en Ambazonie, c'est parce qu'eux-mêmes, ils comprennent que le tour-ci, là, c'est le vrai tour. Ils sont fatigués. Vous pensez que les militaires soutiennent encore Paul Biya? Non, c'est faux. Vous avez vu les militaires dans les rues le 22? Nous, en 2008, quand on avait fait les manifestations, la Massa, c'est le BI qui était venu nous chandéliser avec certains militaires. Oui, mais est-ce que vous avez encore vu les militaires dans les rues là? Non, les militaires sont fatigués. Ils en ont eux-mêmes marre parce que même les primes, même les salaires, c'est à peine si ça passe. Regardez les soldats, ils deviennent quoi? Regardez les soldats là, ils deviennent quoi? Rien. Regardez quand certains meurent, ils deviennent quoi? Rien. Aujourd'hui, j'ai vu Emmanuel Macron, le président français, s'exprimer sur le cas de 2 journalistes qui auraient été blessés dans une zone là. Il y a actuellement un petit conflit là, actuellement là, de ce côté-là, où c'est en Azerbaïdjan, où c'est quoi? Les noms là sont compliqués. Il a fait tout un conflit. C'est-à-dire, il est sorti en vidéo, il a parlé de ça pour 2 journalistes qui ont été blessés.
François Hollande, quand des soldats français avaient été tués en Centrafrique, il est quitté, ou c'était 2 ou 3, c'était 2, non? Il est quitté, il est parti lui-même chercher les soldats là pour rentrer en France avec eux. Les soldats français ont été tués au Mali. C'était le deuil national ici. Mais Paul Biya, l'assassin criminel, psychopathe, Paul Biya, le légendaire feignant qui envoie les enfants d'autrui au front de guerre. Parlons du front de guerre de Boko Haram. Quand c'était la dernière fois où Paul Biya a mis les pieds à l'extrême nord concernant la guerre de Boko Haram, Paul Biya a porté ses pieds Mabongo. Il est parti au nord pour faire une petite campagne présidentielle de 10 minutes. Il a fait 10 minutes. Il a pris le temps d'aller visiter les garnisons là-bas. Il a pris le temps d'aller visiter les militaires qui sont blessés là-bas. Boko Haram est en train de faire des ravages. Il y a des militaires camerounais qui sont encore morts dernièrement. Paul Biya s'est même prononcé sur ça. Paul Biya s'est déjà prononcé sur tous les militaires qui meurent au Cameroun là. Que deviennent les familles de ces militaires? Moi, je vous dis, j'en connais. Il y a la femme d'un militaire qui nous avait écrit, tu te rappelles, Karine? Elle avait écrit, elle dit qu'elle souffre, elle vend les sucettes de 10 francs pour pouvoir nourrir les enfants que ce militaire a laissés. Ce militaire est mort dans la lutte contre Boko Haram. Elle loue une chambre avec les enfants, elle vend les sucettes à 10 francs dans une école primaire. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne veux pas que les gens sachent de qui je parle. Elle vend les sucettes dans la glacière. Et elle n'est pas seule. Elles sont nombreuses dans cette situation, qui ont perdu leur mari, des familles qui ont perdu leurs enfants. Parlons seulement de Boko Haram d'abord, avant de parler maintenant du Nozo. Boko Haram, on doit combattre le terrorisme. Nous sommes tous d'accord et nous apportons notre soutien aux militaires qui combattent le terrorisme et qui protègent les populations, mais pas aux militaires qui tuent sur les femmes avec les bébés, qui font des exécutions sommaires. Parce que la vérité, c'est que même si tu attrapes un terroriste en tant que militaire conventionnel, d'une armée conventionnelle, tu as le droit de respecter, tu as le devoir de respecter les droits de l'homme et le mettre à la disposition de la justice. S'il est armé, tu peux le tuer. Tu vas dire que oui, c'est la légitime défense. Mais quand il est déjà à main nue, tu l'as déjà arrêté, tu peux faire les exécutions extrajudiciaires. Nous, on ne supporte pas ça. Mais nous sommes de tout cœur avec tous ces militaires qui se battent au nord contre Boko Haram. Paul Biya, il y a des militaires, plus d'une vingtaine de militaires qui étaient tombés. Les corps sont revenus à Yaoundé. Paul Biya est parti au deuil. Non, il n'est pas parti au deuil. Parlons même peu. Moi, je parle du nord. Les militaires sont revenus à Yaoundé. S'ils étaient à la garnison militaire, les gars sortaient du nord de Boko Haram. Paul Biya est déjà parti leur rendre visite un jour à la garnison militaire, sur leur lit d'hôpital. Idriss Déby est quitté du Tchad pour venir rendre visite aux militaires tchadiens qui étaient couchés dans les hôpitaux camerounais. Idriss Déby. Il y a dictateur Massa. Paul Biya, non. C'est un dictateur. En plus d'être un dictateur, c'est un gros feignant, un toto, un idiot. Je le dis, et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc, regardez un peu la situation des militaires au Cameroun. Ils en souffrent. Maintenant, parlons des militaires qui sont allés combattre au Nozo. Il y a beaucoup de jeunes militaires comme ça, là, qui ont perdu la vie. Beaucoup de pères de famille qui ont laissé leur vie. Vous avez vu, il y a des femmes qui ont été abandonnées avec le cadavre de leurs enfants qui sont morts au Nozo. Les militaires et les gendarmes et les policiers. On abandonne, on abandonne les corps. On abandonne les corps. Il y en a qui sont abandonnés dans les hôpitaux. Ma mère, ces familles-là font quoi après? Paul Biya est en train de sacrifier toute une jeunesse. À cause de son maintien, il veut se maintenir au pouvoir. Parce que pour lui, le pouvoir avant tout. Et les militaires, là, ils ont déjà compris ça. Regardez, observez, il y a des signes qui ne trompent pas. En Amazonie, aujourd'hui, il y a eu un terrible défilé. L'année passée, ce n'était pas comme ça. L'année passée, c'était un peu chaud, mais aujourd'hui, là, mais vous avez vu, il y avait un militaire dans les coins, non. Vous avez vu, les populations étaient pleines dans les rues, galvanisées. Dans les grandes villes, c'était ghost town. Ghost town. Pas de personne dehors. Ils respectent. Paul Biya s'est déjà prononcé sur ça. Jamais. Parce que c'est un idiot qui ne se soucie pas du Cameroun. C'est lui qui est la source de tous les problèmes que notre pays rencontre en ce moment.
Paul Biya, souvenez-vous, avait envoyé Ferdinand Ngongo avec plus de 300 millions de nos francs pour aller négocier avec Boko Haram afin que Boko Haram libère des otages français et la famille de Amadou Ali. Donc Paul Biya a négocié avec des terroristes internationalement reconnus. Mais on dit à Paul Biya depuis de négocier avec nos enfants du Nozo qui ont pris les armes. Il ne veut pas. Il dit qu'à la guerre comme à la guerre. Il envoie son chien galeux d'Atangandi raconter des bêtises et des conneries. Atangandi peut encore mettre ses pieds dans son village aujourd'hui. S'il n'y a pas au moins 500 militaires autour de lui, il peut qu'il aille mettre ses pieds à Bamenda, non? Donc, regardez donc, les militaires, dans ces conditions-ci-là, ils ont compris que ces hommes politiques-là, c'est de la merde. Ces hommes politiques-là ne les aiment pas. Ces hommes politiques les utilisent pour se maintenir au pouvoir. Sans compter ceux-là qui sont au quartier général, qui font le trafic des armes et des munitions. Je ne fais que vous dire s'il y a un gros trafic de munitions au quartier général. Les gars s'enrichissent avec la guerre. Ils font la guerre à leurs propres frais. Pendant que les autres pays font la guerre pour défendre leur territoire des envahisseurs, d'autres font la guerre à leurs propres frais. Ils achètent les armes, les munitions, les bombes pour tuer les citoyens. Des trafiquants d'armes de leur pays. Et des assassins. Des assassins comme ça. Et vous voyez donc que mes chers Camerounais, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez peur de sortir. Beaucoup ont déjà bravé cette peur, mais ils ne sont pas encore assez nombreux. Sachez que le jour, la date, ça ne compte pas. Même si c'est demain que vous voulez sortir, sortez. Personne ne va vous interdire de sortir. J'ai vu, il y avait les dates, le 1er octobre, le 2 octobre, le 3 octobre. Même si c'est le 18, c'est le 6, c'est le 4, c'est le... Sortez seulement. Ce n'est pas la date. Ça doit être le chassement. Nous serons à Genève, devant le siège des Nations Unies, pour afficher encore aux yeux du monde la roubladise et la bêtise de Biabim Vondo, Paul Barthélemy. Chantal Biya sera chassée si elle se trouve encore à l'hôtel intercontinental, si elle n'a pas déjà fui. Parce qu'elle ne peut pas venir se reposer ici, là, pendant qu'ils sont en train de détruire le pays là-bas. Non. Retenez bien ceci. Il y a les avoirs de cette Toto de Sardina qui sont en train d'être gelés ici un peu de partout. Donc, mes chers militaires, ne tombez pas dans ces pièges. Regardez les gars qui ont fait l'exécution extrajudiciaire sur des femmes et des bébés au nord. Ils sont où aujourd'hui? Peut-être on les a même tués. On dit que non, ils sont en prison, machin, truc. Non, non, non. Pour se protéger, ils vont vous livrer. Pourtant, c'est eux qui vous donnent les ordres. Mais après, quand il y a les retombées, ils vont se protéger et ils vont vous livrer. C'est comme ça que ça marche. Donc, toi, militaire qui ouvre le feu sur ton frère, sache que demain, nous avons les vidéos. Les militaires qui ont brûlé les maisons au Nozo jusqu'à BBC a montré, CNN a montré, tout le monde là. Vous serez identifiés. Je dis ça pour que vos collègues ne commettent pas la même erreur que vous avez commise. Et vous allez répondre. Nous sommes aujourd'hui quand? En 2020, non? Il y a des génocidaires du Rwanda qui sont en train de répondre aujourd'hui devant la Cour internationale de justice. Devant la Cour pénale internationale, autant pour moi. Ils sont en train de répondre aujourd'hui. Vous pensez que quoi? Tout se paye ici-bas et vous n'allez pas échapper. Il y a plusieurs chefs de guerre, chefs miliciens centrafricains qui sont devant la justice internationale aujourd'hui en train de répondre de leurs actes. Des militaires zélés qui ont osé tirer sur des populations civiles. Ils sont en train de répondre aujourd'hui. Et les hommes politiques là sont où? Ils ont fait des accords politiques. Ils ont signé des accords politiques et ils vous ont livré. Oui, parce que ce sont les hommes politiques là qui vous livrent à la justice internationale pour se protéger, avoir le droit d'asile, le droit à la protection internationale. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne le saviez pas, maintenant sachez-le. Quand c'est déjà chaud sur eux, ils vous livrent et eux, ils se protègent. On les protège avec leur famille. Ils négocient. Ils négocient, ils disaient que non, nous, on ne leur avait pas dit. Bon, c'était tel régiment, tel jour, tel qui était parti dans telle zone, telle zone, telle zone. C'est comme ça qu'on vous identifie. Vous pensez qu'on rattrape les militaires là comment? Alors que les gars sont mêlés à la foule et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Vous savez que la majorité du temps, les militaires, quand ils vont en guerre, ils ne portent pas les galons, non?
pour que l'ennemi ne puisse pas les identifier s'ils sont kidnappés. On ne va pas savoir s'il est capitaine ou il est colonel ou il est quoi. On ne va pas savoir s'il est le chef ou bien il est le soldat et tout ça. En principe, il n'y a qu'une plaque d'identification. Voilà. Donc, tu as seulement une matricule, un numéro de matricule, soit sur une chaîne, soit sur n'importe où. Je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai dit seulement normalement. Comment on ne fait pas les choses? Les Camerounais font la même chose. Parce que j'ai vu certains militaires au Nozo là-bas qui avaient les galons de caporal, des machins. Oui, donc vous êtes facilement identifiable. Les pays où nous vivons, ils partent avec des plaques. Vous êtes facilement identifiable. Et quand les gens, les enquêteurs internationaux sont un peu bloqués, les politiciens, les Grégoire Ona, les femmes d'Ongo, les Atangandi, ils vont vous livrer. C'est comme ça que ça marche. Ils vont vous livrer, ils vont faire un deal, ils vont vous livrer pour qu'on les protège. Après, on va les envoyer aux îles Caïmans, aux îles Caraïbes, aux machins, quelque part avec leur famille pour les protéger. Après vous avoir livré. Il y en a qu'on retrouve du Rwanda, qu'on retrouve ici, on se demande comment est-ce qu'ils ont pu passer. Non, ils livrent d'abord, ma mère. Comment ça se passe? Celui-là qui va passer. Je parle des politiciens, là. Il y en a qui se baladent dans la foule ici. Hein. Je t'explique comment ça se passe d'abord, ma mère, n'est-ce pas? Ceux-là, les militaires et les hommes politiques que tu vois qui sont tombés entre les mailles des filets de la justice internationale, là, c'est après combien d'années? À leur époque, ils ont livré les militaires. Et puis, on leur a dit que okay, c'est bon, vous pouvez aller vous cacher à tel endroit. Voilà. Tu vois un peu, non? Maintenant, quand on a fini de présenter les militaires aux yeux du monde, nanani, nanana, on fait un petit jeu politique et on les récupère. Tu comprends un peu? Ils ont vécu tranquillement. Mais les gars vous livrent toujours. Les gars vous livrent toujours, vous les militaires là. Les gars vous livrent, vous êtes les chairs à canon et vous êtes les boucs émissaires. Le temps qu'ils mettent. Parce que regardez, la majorité d'entre eux, quand ils arrivent maintenant devant un juge, ils ont 70 ans, 80 ans. Le dernier nazi avait quoi, 95 ans? Voilà. Donc, ils ont déjà pris le temps de bien arranger la vie de leurs enfants. On les arrête, on fait quoi d'eux? Ce n'est plus le problème. On ne va pas s'attaquer à leurs enfants. Par contre, vous, on vous arrête là, parce que ce sont eux qui vous livrent. On vous arrête là. Et ce sont vos familles qui restent sur vivre après, qui se retrouvent sans père. Soit on vous a tué, soit on vous a amené en justice. Vos familles vont vivre comment? Et on leur colle cette étiquette-là. Hein. Ce que vous commettez aujourd'hui, ce sont vos familles qui vont payer ça demain. Hein. Ces gens-ci savent même combien un militaire français touche. Vous pouvez imaginer combien un militaire français touche. Et pour commencer à 33 ans, tu peux même quitter ta vie militaire. Ils sont sous contrat en plus. Les gars touchent énormément. Hein, et ils sont aux petits soins. Mais vous là. 33 ans quasiment sont propriétaires. Le cas dit propriétaire, c'est pas crédit. Ils sont propriétaires des grandes maisons ici. Les militaires après, c'est militaire pour entrer dans la vie civile. Quoi. Tu vois, un ancien militaire te dit que moi, j'ai fait mon service militaire et tout. Il a peut-être 32, 33 ans. Il est propriétaire d'un pavillon. Tu sais ce que ça signifie? Pour ceux qui ont été positionnés à l'étranger. En France. Mais toi, militaire camerounais, au service de Paul Biya, tu as quoi? Tu es quoi? Quelle est ta vie? Même pas une chambre en calabote. Non, même pas une chambre en calabote. Quelle est ta vie? Tu vas tuer tes propres frères. Tu vas tuer tes propres frères parce qu'ils ont réclamé des meilleures conditions de vie. Posez-vous la question, vous êtes des êtres humains. Posez-vous la question de savoir, mais est-ce que les gens s'y vivent bien? Est-ce que les gens s'y vivent bien? C'est peut-être parce qu'ils ne vivent pas bien qu'ils se plaignent. Donc, vous devez plutôt demander aux politiciens de régler le problème des populations. Parce que je vais vous dire encore la Déclaration universelle des droits de l'homme. Attends un peu. Écoutez bien, hein. Parce que quand les gens voient souvent ici, là, peut-être en Europe, on dit que tu es sans papier, mais tu as la sécurité sociale, tu as ceci, cela. Ils ne comprennent pas que c'est un droit qui est, c'est-à-dire c'est une loi qui est au-dessus des lois nationales. Regardez bien. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. J'espère que vous comprenez. Il faut que les sardinats ouvrent bien les oreilles. Chaque citoyen a droit quand même au minimum de la vie pour s'épanouir.
Donc, quand on peut interdire à un homme le droit de s'épanouir. C'est un droit inaliénable. Voilà. Quand vous revendiquez ce que vous n'avez pas, c'est votre droit fondamental. C'est inaliénable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever. Tu as droit à ça en tant qu'être humain. Donc, si le président a certains avantages, il doit faire en sorte que les populations aient des avantages similaires, tout au moins. Parce qu'on ne va pas dire que tous les Français peut-être vont avoir les mêmes avantages que Emmanuel Macron, par exemple. Mais ils auront des avantages similaires. Voilà. S'il a droit à la santé, tu dois avoir droit à la santé. S'il a droit à l'éducation, tu dois avoir droit à l'éducation. Je ne parle pas au niveau financier. Voilà, non. Après, l'école privée, l'école publique, non. Mais le président de la République a droit à accès. Voilà. En parlant de l'école, tout être humain a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite. C'est le droit, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme le noir n'aime pas lire, apprenez à lire. Néanmoins, on précise bien que néanmoins, l'école élémentaire doit être gratuite pour tout le monde. Tout être humain sur cette planète doit avoir le droit d'aller à l'école, même au moins l'école élémentaire. Gratuitement. Voilà pourquoi si tu es ici en France, avec ou sans argent, hein, ton enfant va trouver une place pour aller à l'école. Obligatoire si à l'école, toi, tu vas te retrouver devant la justice. On va te demander pourquoi tu n'as pas envoyé l'enfant à l'école. Mais au Cameroun, virgule, les enfants vendent les chewing-gums, les bonbons, l'eau glacée, les machins en route. C'est normal dans un pays. Pour précision, hein, c'est l'instruction qui est obligatoire, ce n'est pas l'école. Tu peux instruire ton enfant à la maison. Donc, si ton enfant ne va pas à l'école, il faut que tu apportes la preuve comme quoi tu l'instruis à la maison. Mais oui, c'est vrai. Le droit à l'éducation. Sur le programme. Effectivement, le droit à l'éducation. Il faut bien préciser le droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite. À l'instruction, oui. Voilà. Ça. Donc, tu peux instruire ton enfant à la maison, mais sous le regard de l'éducation nationale. C'est ça qu'on appelle globalement l'école. Effectivement, c'est ça qu'on appelle l'école, ma mère. Donc, vous voyez qu'au Cameroun, même le strict minimum, il n'y a pas. Le strict minimum, il n'y a pas. J'ai vu une maman qui a eu des triplés, par exemple, sur Canal 2, et c'est une association comme ça, qui est venue prendre soin d'elle parce qu'elle n'avait pas les moyens. Pourtant, l'État est là pour ça. Regardez le jeune là, le jeune qu'on a opéré au moins 5 fois là, ou 6 fois pour le même problème. Tous les médecins là devaient déjà être devant la justice. Parce que c'est des erreurs médicales très graves. Mais non, on mobilise les Camerounais du plan national et international parce qu'il faut cotiser. On va cotiser comme ça pour tous les Camerounais. Si tous les Camerounais, une centaine, 1000 Camerounais, 1 million de Camerounais ont maintenant le même problème que le jeune là. On va toujours cotiser pour donner. Non, c'est le système sanitaire au Cameroun qui ne va pas. Ça ne va pas. Il faut donc changer la gestion de notre pays et non continuer de faire toujours les trucs individuels. Donc, comprenez que même les militaires en ont marre parce que même le militaire, là, quand il arrive à l'hôpital, il doit payer avant d'être soigné. Il est maltraité comme tout le monde. Hein. C'est ça. Donc, mes chers Camerounais, nous supportons notre armée. Nos militaires meurent exactement comme tout Camerounais. Hein. Ils sont laissés à l'abandon comme tout Camerounais. On ne cherche pas à savoir s'ils ont lutté pour la patrie ou pas. Ce militaire-là, il meurt à l'abandon à l'hôpital, non? Mais quand le ministre de la Santé, André Mamafouda, a mal à la main, au doigt, il prend le vol. Il vient ici, là, en Europe, pour qu'on examine son doigt. André Mamafouda, il était alors ministre de la Santé au Cameroun. Pendant que le Camerounais lambda n'a pas droit au paracétamol, le ministre de la Santé a le privilège de prendre le vol, dépenser des dizaines de millions pour venir qu'on examine juste son doigt. Ça a un sens. Okay. Quand on est en train de parler, de dénoncer cela, tu vas voir une bande de cancrelats, d'idiots, de merde qui vont venir se mettre à parler de Bamileke, Bassa, Boulou, Betty, nordiste, nanani, nanana. Attendez, on va chasser Paul Biya, on va construire ce pays-là. Quand vous êtes malade, ne partez pas à l'hôpital.
parce que c'est un Bamileke qui a construit l'hôpital. Ne partez pas à l'hôpital parce que c'est un Boulou qui a construit l'hôpital. Ne partez pas à l'hôpital parce que c'est un Bassa qui a construit l'hôpital. Non, mais c'est du grave. Quand ils sont malades, n'utilisez pas l'eau ou bien l'électricité parce que ce sera un Bassa. Quand ils sont malades, est-ce qu'ils regardent si le médecin est Bamileke ou pas? Quand ils vont puiser l'eau du sol forage du coin, est-ce qu'ils cherchent à savoir si c'est un Bamileke? Les gens sont idiots comme ça. Quand le pays là sera construit, hein, il y aura des belles écoles, des beaux hôpitaux, des grandes routes. Ne les utilisez pas parce que ce sera un Bassa ou bien un Bamileke ou un Boulou ou bien je ne sais pas qui aura construit cette route. Si tu es Bamileke, non mon gars, n'utilisez pas la route là parce que c'est un Boulou qui a construit. Si tu es un Boulou, non, n'utilisez pas la route là parce que c'est un Bassa qui a construit et vice versa, ainsi de suite. Vous voyez comment vous êtes idiots et bêtes. C'est-à-dire ces gens-là qui animent la haine tribale sur la toile, moi je ris. Adilab Matin, je ris seulement. Voilà des militaires qui ont fait un accident aujourd'hui. Est-ce que la route là cherchait à savoir si c'était des militaires ou des Camerounais là? Non. La route là, d'abord, regardez, non, c'est un Boulou. Il faut qu'il meure. Bien, c'est un militaire. C'est un militaire. La route, regarde, non, c'est un civil. N'importe quoi. On est en train de parler de la gestion globale d'un pays. Des gens viennent nous sortir. Sale Boulou de merde, sale Bamileke de merde, sale Bassa de ceci, oh les Bassa, les machins. Mais d'où vient encore que nous sommes en 2020, bientôt 2021, il y a encore des appellations tribales et ethniques. Bassa, ça veut dire quoi? Boulou, ça veut dire quoi? Bamileke, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dites-moi. Moi, j'étais pris un exemple l'autre jour, ma mère. Je suis né à Yaoundé. Je suis quoi? Quand je nais en France, ma mère, si je suis né en France, je suis quoi? Un Français. N'est-ce pas? Mais va dire ça à certaines personnes idiotes. Que voilà, je suis né à Yaoundé, va te dire que non, tu es un Bamileke, tu es un nordiste. Mamadou, est-ce que tu parlais d'abord quelle langue Bamileke? Je ne parle pas. Je suis né. On t'a entendu démarrer à Néondo. Je suis né, grandi, vieilli à Yaoundé. C'est mon pays. C'est la capitale de mon pays. Un point, un trait. Full stop. D'où vient-il encore que nous sommes en 2020, bientôt 2021, les gens sont encore dans les affaires d'ethnie. On parle encore des villages, on parle des ethnies, des tribus. Alors que de l'autre côté où nous sommes ici, on parle des nations. Les Nations Unies, l'Union européenne, les Émirats. On parle plus de France, on parle plus d'Espagne. On parle de l'Union européenne, les Émirats arabes unis, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique. Et les Africains ne se rendent pas compte que désormais, il y a de grands groupes comme ça dans le monde. Il y a ils s'étonnent encore qu'ils sont toujours derrière. Même les Asiatiques ont leur zone franc. Même les Asiatiques. Ils ont aujourd'hui aller trouver des idiots quelque part dans un pays en Afrique. Ils vont te dire. Les Africains qui sont encore dans cette division-là. Les autres ont compris. Je ne l'aime pas parce que je suis Bamileke. Je ne l'aime pas parce que je suis Bassa et parce qu'il est Bassa. Moi, je ne l'aime pas parce qu'il est Boulou. Je ne l'aime pas. C'est du... Pourquoi tu ne l'aimes pas? Aucune réponse. C'est d'une bêtise qu'il me dit. Et ce qui est curieux, c'est que ces personnes se plaignent parfois du racisme. Hein. Ah, les Blancs n'aiment pas les Noirs. Parfois, d'autres sont mariés avec les Blancs. Ah, ça. Ils ont des enfants métis. Ça a toujours dépassé mon entendement. Qui viennent sur la toile, se mettre à stigmatiser d'autres tribus. Vous vivez en France, tu vis en France, tu vis en Allemagne, tu vis en Angleterre, dans les pays des gens où les gens ont versé leur sang pour construire. Tu viens t'asseoir gaillardement et tu commences à indexer et stigmatiser des gens parce qu'ils seraient d'une autre tribu qui n'a pas le droit d'exister dans votre pays. Et qui travaillent avec ces Occidentaux et ils n'entendent jamais parler de est-ce que tu es du nord, du sud, de l'est. Ils ne peuvent pas. Vers 20h, dans 2 minutes, il faut qu'on fasse des directs de temps en temps où nous parlons le plus simplement possible du monde. Voilà, c'est relax comme direct. Hein. Voilà. Moi qui fais des directs assez punchy là. C'est absurde. De toutes les façons, sachez que
la mobilisation, ça se passe à Genève. Ici en Europe, là, il y a une grande mobilisation à Genève samedi devant le siège des Nations Unies. Soyez nombreux, parce que c'est le nombre qui fait changer la donne. Soyez nombreux. Soyons nombreux là-bas à Genève. Je sens que moi-même, là, ça va. Je vais attacher mon bébé comme ça. Samedi matin, je prends mon bus. Tu as un problème particulier, on se comprend. Non, ça me tue de ne pas pouvoir y être. Non, ton problème est particulier. Donc, mes chers frères camerounais du Cameroun, nous, on va faire pour nous ici en diaspora. Et il est de votre responsabilité absolue de faire pour vous là-bas. Bonne soirée à vous. Merci. Et rendez-vous demain soir ici. Merci beaucoup, Max. Bonne soirée à vous. Je fais partager ce. Je à ma femme d'amour et lui. Je lui dis que je l'aime très fort. J'appuie. J'appuie seulement. Oui, je témoigne seulement de ce amour indéfectible. Passez une bonne soirée. Rendez-vous sur la page de la Twin tout à l'heure dans 2 minutes pour la suite, n'est-ce pas, des directs de mobilisation. Et merci à Manandi qui est à la régie. Merci à Nandi, la guerrière de l'ombre. Bye. Bye bye. Coupé.